Pendant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines d'opérations se sont déroulées en Normandie, qui ont déterminé quand et comment les alliés occidentaux perçaient à travers la défense allemande jusqu'au cœur de la France. Une grande partie de l'intérêt se concentre traditionnellement sur le légendaire débarquement sur les plages du jour J et sur les célèbres batailles de l'armée américaine. Mais tout aussi fascinants sont les affrontements plus petits qui, par leur caractère dramatique et leurs conséquences ultérieures, ont souvent éclipsé les principales opérations du front. L'opération Perche, le plan britannique de contourner Caen et de forcer les Allemands à se retirer de la ville clé, devait être l'une de ces manœuvres habiles. Son objectif était d'exploiter les brèches ouvertes dans la ligne allemande et de frapper durement dans l'arrière. Au lieu d'un progrès fluide cependant, il y a eu une confrontation inattendue dans la petite ville de Villers-Bocage, où se sont affrontées des unités de la 7e division blindée et des régiments d'élite allemands du 1er corps de Panzer SS. Michael Wittmann, officier de la Waffen-SS, a grandi sur le front de l'Est comme l'un des as de chars les plus célèbres de l'Allemagne hitlérienne. Selon les archives de l'époque, avant son déploiement en Normandie, il avait déjà détruit à l'est des dizaines de chars et de véhicules blindés soviétiques, ce qui lui avait valu des décorations et l'auréole d'un tireur invincible. Il est arrivé en Normandie, à la tête de la 2e compagnie du 101e bataillon de chars lourds, équipé des redoutables Tiger-im, qui sont devenus le symbole de la suprématie allemande dans les affrontements blindés. Lorsque le 13 juin 1944, son seul Tiger est parti contre le groupement britannique à Villers-Bocage, le témoignage de la transcription radio enregistre qu'il n'avait pas le temps de rassembler toute la compagnie. Il devait agir rapidement, car il supposait que l'ennemi l'avait déjà aperçu. En quelques minutes, cette seule machine est devenue la terreur des colonnes britanniques, a détruit des dizaines de véhicules et a lancé une légende qui suscite encore aujourd'hui des débats sur l'importance des décisions tactiques individuelles. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une opération planifiée comme un tournant froidement logistique est devenue un épisode plein d'improvisation, d'héroïsme et d'erreurs tragiques. Nous examinerons d'abord le cadre stratégique plus large pour comprendre pourquoi Caen était si important et quel rôle les Desert Rats de la 7e division blindée devaient jouer dans l'offensive alliée. Ensuite, nous plongerons dans les préparatifs de l'opération Perche. Nous compléterons les détails sur la structure de la défense allemande et nous ferons connaissance avec la personnalité de Michael Wittmann. Ensuite, nous suivrons étape par étape les événements du 13 juin 1944, lorsque sur la route de Villers-Bocage s'est produit quelque chose que les historiens et les propagandistes de l'époque désignent comme l'une des plus grandes embuscades de chars. Dans cette vidéo, vous apprendrez également le combat dans les rues pendant l'après-midi, sur la boîte défensive appelée Island, sur le rôle des erreurs d'état-major britannique et sur la façon dont tout l'épisode est devenu partie de la mythologie de guerre. En conclusion, nous relierons les connaissances historiques au présent. Nous réfléchirons à ce que Villers-Bocage nous dit sur la prise de décision, la propagande et la résistance, et nous rappellerons qu'un petit épisode peut influencer l'histoire. En 1944, les Alliés se trouvaient face à la question cruciale de comment percer la défense allemande sur le front occidental. L'opération Overlord, le débarquement en Normandie, avait pour but d'ouvrir un second front et de permettre l'avancée en France. L'objectif principal britannique consistait à occuper Caen, l'ancienne ville sur la rivière Orne, qui se trouvait sur la ligne de jonction entre l'aile orientale et occidentale du front. Le plan de Montgomery supposait que si la ville pouvait être rapidement occupée, les divisions de chars allemandes seraient engagées dans le combat, et il ne serait pas possible de les déplacer contre l'aile américaine. Cependant, on s'est battu durement pour Caen dans les premiers jours. La 21e Panzer Division et la 12e SS Hitlerjugend ont repoussé les attaques alliées, et la ville est restée aux mains allemandes. La seconde armée britannique était commandée par le lieutenant-général Miles Dempsey. Ces forces comprenaient des corps britanniques et canadiens, qui devaient
coopérer avec la plus forte première armée américaine. Caen, centre des routes et des lignes de chemin de fer, était crucial pour l'approvisionnement. En même temps, ces environs offraient un terrain ouvert adapté aux manœuvres des formations de chars. Dans les premiers jours après le débarquement, il s'est avéré que le front ne se développait pas selon les plans. Les Américains progressaient lentement dans le bocage, tandis que les unités de Montgomery se heurtaient à une résistance tenace près de Caen. Le résultat fut que les Alliés cherchaient des voies alternatives pour perturber la position allemande, et c'est précisément là qu'est née l'opération Perche. L'opération Perche était une action de contournement à double sens. Le premier corps britannique devait attaquer au nord de Caen et traverser la rivière Orne, tandis que le 30e corps, sous le commandement du lieutenant-général Gérard Bucknall, devait pénétrer au sud-ouest de la ville. L'objectif était de forcer les Allemands à évacuer Caen, tout en détruisant certaines des divisions de chars qui tenteraient de quitter le chaudron. Lorsque les unités américaines près d'Omaha ont pénétré dans l'intérieur, une partie du front allemand s'est effondrée, créant la soi-disant brèche de Camon. Cette bande de terrain libre avait une longueur d'environ 12 km et ouvrait aux Alliés la possibilité de pénétrer entre les formations allemandes. Selon les archives historiques, la 352e division d'infanterie s'est retirée et le commandant du premier corps de Panzers-SS, Sepp Dietrich, a dû redéployer ses unités. Une partie de la Panzerlehr et la 12e SS Hitlerjugend sont restées près de Caen, tandis que le 101e bataillon de chars lourds s'est déplacé vers une nouvelle ligne pour protéger le flanc ouvert. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cette brèche s'est formée et pourquoi elle est devenue l'opportunité la plus exploitable pour la 7e division blindée. Nous révélerons également comment la Panzerlehr a perdu en route vers le front jusqu'à 200 véhicules, à cause des attaques aériennes alliées, ce qui a affaibli sa capacité de réaction. Vous apprendrez également comment Montgomery et Dempsey voulaient exploiter cette opportunité, et pourquoi leur décision a déclenché une série d'événements menant à Villers-Bocage. La 7e division blindée, connue sous le surnom de Rats du désert ou Desert Rats, avait derrière elle une riche histoire de combats en Afrique du Nord. De l'opération Compass, en passant par Tobruk, jusqu'à El Alamein, elle était le symbole de la ténacité britannique et de la capacité de combat dans des conditions extrêmes. Son insigne, un rat de dessin animé dans un bouclier rouge, était devenu un symbole légendaire de résistance. L'unité était composée de régiments comme le 4e County of London Yeomanry, 4e CLIAV, le 5e Royal Tank Regiment, le 8e King's Royal Irish Hussars et l'infanterie 1er bar 7e Queen's Royal Regiment. Le soutien d'artillerie était assuré par le 5e Royal Horse Artillery. Le commandant de la division était le major-général George Erskine. Dans la brigade 22e Armored commandait le général de brigade William Looney Hind. Après les succès en Afrique, les Desert Rats se sont déplacés en Italie, puis en Angleterre, où ils se préparaient pour l'invasion de la France. Leur équipement comprenait des chars moyens, Cromwell, qui étaient rapides et agiles, mais avaient un blindage et un canon plus faibles que les BK 4 allemands ou Tiger 1. Chaque régiment de chars était divisé en compagnies et pelotons. Le 4e CLI, par exemple, disposait de Firefly, qui était une modification britannique du Sherman américain, avec un puissant canon de 17 livres capable de percer le blindage frontal du Tiger. La division portait également l'expérience de la tactique du désert, contournement rapide, attaque de flanc et coordination avec des voitures blindées légères. Pour le bocage normand, cependant, cette expérience n'était pas idéale. Les haies denses entravaient la reconnaissance et la force des chars devait souvent se frayer un chemin à travers les broussailles. Le général de brigade Hind était considéré comme un commandant énergique, mais parfois impulsif. Ses subordonnés, comme le major Bob Wright du 4e CLUI ou le capitaine Patrick Dias du 5e RTR,
étaient des commandants éprouvés qui savaient improviser. La division s'est déplacée en Normandie dans la seconde vague et se préparait pour une percée rapide dès qu'une opportunité s'ouvrirait. Quand Dempsey a appris la brèche de Caumont, il a ordonné à Erskine que les rats du désert pénètrent à Villers-Bocage, occupent la hauteur 213 et la tiennent jusqu'à ce que la 50e division d'infanterie les rejoigne. Selon l'ordre du 30e corps, la division devait progresser de Caumont via Livry et Trévières. Il fallait agir rapidement, car on s'attendait à ce que les Allemands envoient dans des renforts. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'expérience d'Afrique a influencé la tactique de la 7e division blindée en Normandie, et pourquoi certaines habitudes ont échoué dans le bocage. Nous examinerons également les caractères des différents commandants, et décrirons ce qui s'est passé quand les rats du désert ont rencontré les Tigers allemands. Face aux Desert Rats se trouvaient des unités qui appartenaient aux meilleurs, que la Wehrmacht et la Waffen-SS avaient déployées en Normandie. Le premier corps de Panzer SS, sous le commandement de Sepp Dietrich, comprenait l'élite Panzer Lehr Division, qui était née en 1943 des instructeurs de l'arme blindée, et la 12e SS Hitlerjugend, une division composée de jeunes fanatiques nés vers 1926. La Panzer Lehr était excellemment équipée. Elle disposait de Panther et Panzer IV. La moitié des hommes étaient des tankistes expérimentés. Sa technique avait cependant déjà subi de lourdes pertes pendant le transfert sous les raids des avions alliés. La Hitlerjugend avait moins de technique blindée, mais ses soldats étaient agressifs et menés par des officiers charismatiques. L'élément le plus important de la défense allemande était le 101e bataillon de chars lourds, Schwer SS Panzer Abteilung 101, armé de Tiger I. Le Tiger était un symbole de terreur, un géant de 56 tonnes avec un blindage frontal épais et un canon de 88 mm qui pouvait détruire les chars alliés à une distance d'1 kilomètre. Sur le papier, le bataillon avait 3 compagnies de 4 pelotons, en tout 45 Tigers. Cependant, seulement 17 sont arrivés en Normandie et beaucoup étaient hors service. La 2e compagnie, menée par l'Obersturmführer Michael Wittmann, avait officiellement 14 chars, mais le jour de la bataille, seulement 6 d'entre eux étaient opérationnels. Les équipages Rododo étaient expérimentés, mais même pour eux, le bocage était un environnement inhabituel. Michael Wittmann est né en 1914 à Vogeltal, en Bavière, dans une famille de fermiers. Il a rejoint la Reichswehr en 1934 et 2 ans plus tard a transféré à la Waffen-SS, où il a servi dans le régiment d'honneur Leibstandarte SS Adolf Hitler. Il a participé à l'annexion de l'Autriche et à l'occupation des Sudètes, mais n'a vécu de vrais combats que sur le front de l'Est. Il a d'abord commandé des canons d'assaut Stuke 3, puis des chars Panzer III. Dans la bataille de Kursk en juillet 1943, il commandait un peloton de 4 Tigers, qui a détruit 8 chars soviétiques et 7 canons anti-chars en un jour. À l'automne de la même année, près de Jytomyr, il a liquidé 10 T-34 et 5 canons anti-chars. Jusqu'en janvier 1944, il avait atteint 66 destructions confirmées de véhicules soviétiques et était devenu un as de chars. En février 1944, il a reçu la croix de chevalier, avec feuilles de chêne et épée, que lui a personnellement remise Adolf Hitler à Wolfschanz. La personnalité de Wittmann combinait courage froid, sens du terrain et potentiel propagandiste. Les médias nazis l'ont plus tard présenté comme un modèle de soldat allemand. Son équipage le plus proche était composé du tireur Balthasar, Bobby, Woll, du chargeur Kurt Lemisch, du radio Günther Bolter et du mécanicien Sepp Sommer. Ces hommes avaient traversé le front de l'Est avec lui et avaient développé une coordination parfaite. Quand il a été décidé au printemps 1944 que le 101e bataillon lourd irait en France, la compagnie de Wittmann n'était pas complètement remplie. Certaines machines encore étaient en panne, d'autres coincées dans des wagons de chemin de fer, et ainsi réellement, 6 Tigers opérationnels sont arrivés en Normandie. Néanmoins,
La 7e division blindée devait faire face à un homme qui considérait le risque comme sa propre discipline. Pendant le 6e jour de l'invasion, il est devenu clair qu'une brèche s'était formée sur l'aile américaine entre les divisions allemandes. La 352e division d'infanterie, qui défendait le secteur entre les plages d'Omaha et Gold, avait été ébranlée et s'était retirée vers l'intérieur. Une bande de territoire libre d'environ 12 km de large s'est créée, qui menait à la petite ville de Caumont-l'Éventé et plus loin à Villers-Bocage. Les généraux Montgomery et Dempsey ont évalué la situation comme une opportunité pour un contournement coordonné. L'opération Perche devait être divisée en 2 branches. La 7e division blindée devait pénétrer par la brèche du sud-est et occuper la hauteur 213 près de Villers-Bocage, tandis que la 50e division devait progresser plus au nord et encercler Caen. Si les Allemands ne prévoyaient pas de manœuvre rapide, ils risquaient l'effondrement. Cependant, tandis que l'offensive se préparait du côté britannique, le commandement allemand réagissait. Sepp Dietrich réalisait que la 352e division ne pourrait pas couvrir les brèches. Il comptait donc sur la Panzerlehr et la 12e SS, mais ces unités devaient faire face à la pression britanno-canadienne près de Caen. Dietrich a donc ordonné que le 101e bataillon de chars lourds prenne position derrière la Panzerlehr et la Hitlerjugend pour couvrir le flanc ouvert. Dans cette zone se trouvaient les villages de Tilly-sur-Seulles, Lingèvres et Livry. Le terrain environnant était du bocage typique, routes étroites entourées de hautes haies vives, derrière lesquelles se cachait l'infanterie et les canons anti-chars. Les Allemands pouvaient en outre exploiter le fait que la Panzerlehr avait subi de lourdes pertes lors du transfert depuis la France. Les avions alliés auraient détruit jusqu'à 200 de ces véhicules, ce qui signifiait que l'unité n'avait pas assez de véhicules blindés pour se déplacer rapidement. Ce déficit, ils ont décidé de le compenser par une tactique de combat de retardement flexible. De petits groupes de chars devaient se couvrir mutuellement et attendre le bon moment pour la contre-attaque. Le lieutenant-général Bucknall, commandant du 30e corps, a reçu de Dempsey un ordre clair. Exploite la brèche, attaque Villers-Bocage et contourne Caen. Hind a communiqué à ses subordonnés qu'on ne s'attendait pas à une forte résistance. Selon l'escadron de reconnaissance du 1er Rifle-Brigade, Livry était libre et la population accueillait les soldats britanniques. Les informations sur les chars allemands échoués circulaient, créant ainsi l'impression que le risque était minimal. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi ces représentations se sont révélées être de dangereuses illusions et comment les renseignements inexacts sont devenus l'un des facteurs de la future catastrophe. Le 10 juin, la 7e division blindée a commencé à rassembler ses unités dans les environs de Caumont. Les colonnes de chars, half-tracks, jeeps et camions se déplaçaient progressivement sur les routes étroites du bocage. En première ligne, roulait le 4e CLI soutenu par le 5e RTR et l'artillerie du 5e RHA. L'infanterie 1er bar, 7e Queens, se trouvait derrière les chars. Dans la nuit du 11 au 12 juin, le peloton de tête du 1er Rifle-Brigade a pénétré dans Livry pour vérifier la route. Selon les archives des journaux de division, il a trouvé des véhicules de ravitaillement allemands détruits et des épaves brûlées, mais aucune unité organisée. Le matin du 12 juin, Hind a donc donné l'ordre d'avancer. À l'aube du 13 juin, l'escadron A du 4e CLI est parti en tête de colonne. La colonne se dirigeait sur la route N 175 vers le nord-est. Une atmosphère détendue régnait. Les officiers sortaient des chars et saluaient les civils français, qui hissaient des drapeaux alliés et distribuaient du vin. Certains soldats pensaient qu'ils ne faisaient face qu'au reste démoralisé de la Wehrmacht, et selon les mémoires des commandants, la situation semblait être un déplacement vers un défilé. Les récits des survivants soulignent que c'était un moment rare de sourires au milieu de la guerre. Malheureusement, cela a contribué au relâchement de la vigilance. La colonne était très longue et densément chargée. Les chars Cromwell et Sherman Firefly roulaient en tête,
suivis par les transporteurs Universal Carrier avec l'infanterie, puis les tracteurs d'artillerie, les jeeps de reconnaissance et les ambulances. Parce que les unités anglo-canadiennes se déplaçaient dans le bocage, il était difficile depuis les véhicules de tête de voir ce qui se passait après le virage. Beaucoup roulaient littéralement pare-choc contre pare-choc. Selon les historiens, certains tankistes se tenaient debout sur les tourelles et profitaient d'odeurs du soleil, ce qui témoigne encore du sentiment de sécurité. Dans un moment, nous révélerons comment ce passage tranquille est devenu un piège mortel. L'escadron A est arrivé à Villers-Bocage vers 8h30. La petite ville avait environ 3000 habitants et consistait en la rue principale, rue Georges Clemenceau, bordée de maisons de pierre avec jardin. Dans ces maisons, les Allemands auraient pu cacher des canons antichars. Mais le commandement britannique l'a sous-estimé. Le major Wright de l'escadron A s'est arrêté sur la hauteur 213 pour consulter l'état-major de brigade. Ces tankistes étaient fatigués, et ils ont donc roulé hors de la route sur une petite prairie, où ils se sont alignés en rang. Directement au bord de la hauteur se trouvait une haie vive dense, derrière laquelle menait un chemin de campagne et un verger de pommiers. Personne ne soupçonnait qu'un géant noir, avec une croix blanche, s'y cachait. Michael Wittmann se trouvait ce matin-là, avec sa compagnie dans le petit village de Saint-Aignan de Cramsnil, distant de plusieurs kilomètres de Villers-Bocage. Dans la nuit, il avait reçu un rapport que des chars britanniques se déplacèrent sur la route vers Villers-Bocage. Selon ses propres mots dans l'interview suivante, il n'avait pas le temps de rassembler toute la compagnie. Il devait agir rapidement. La raison était une combinaison de problèmes techniques et de chaos. Certains de ces chars étaient en réparation, d'autres manquaient. Wittmann a donc décidé de partir à l'action pratiquement seul, accompagné seulement de quelques autres chars qui essayaient de rattraper. Vers 9h du matin, le Tigris de Wittmann a émergé du verger de pommiers au bord de Hill 213. L'équipage permanent était de 5 hommes. Wittmann comme commandant, Vol comme tireur, Lemiche comme chargeur, Bolter comme radio et Sommer comme conducteur. Le Tiger avait sa tourelle tournée vers la colonne britannique sur la route. Le premier à l'apercevoir fut le sergent O'Connor de l'escadron A, mais avant qu'il puisse avertir les autres, le Tiger a tiré. L'énorme obus du canon de 88 mm a détruit le Cromwell de tête. Un second tir a suivi, qui a projeté la tourelle d'un Sherman Firefly. C'était le char du sergent Charles Pierce, qui avait un canon de 17 livres et aurait pu menacer le Tiger. Les machines en tête de colonne se sont arrêtées. Les équipages essayaient de prendre position. Mais Wittmann visait déjà la cible suivante. En quelques minutes, il a détruit 3 ou 4 chars, bloquant ainsi la route et empêchant les autres véhicules de s'échapper. Avec la route bouchée par des épaves en feu, Wittmann a décidé d'exploiter sa chance et de descendre par la liaison dans la ville. Son Tiger a descendu autour de la hauteur et est entré dans la rue principale étroite. Dans les minutes suivantes, il est devenu la terreur de tout ce qui se trouvait sur son chemin. Dans le registre municipal, il est enregistré qu'il a progressivement détruit plusieurs transporteurs semi-chenillés, des porteurs blindés avec artillerie, des jeeps de reconnaissance et même des chars M13 Stuart qui essayaient de faire demi-tour et de fuir. Le canon et les mitrailleuses tiraient comme dans un laboratoire. L'équipage disait que c'était comme tirer sur les canards dans une galerie. Ces séquences dramatiques sont devenues quoi la base de la légende. Selon l'un des mémoriaux, Wittmann a mis hors service ou endommagé plus de 20 véhicules en 15 minutes. Il est important de réaliser que les unités britanniques étaient à ce moment littéralement prises par surprise. La moitié des équipages ne savaient même pas d'où venait le Tiger. À un moment, Wittmann s'est arrêté devant un magasin de vêtements, d'où un canon antichar britannique de 6 livres l'a visé. Son équipage, caché dans la maison, a réagi rapidement. Quand le Tiger a essayé de tourner, le 6 livres a tiré et le projectile a percé l'arrière du char. L'équipage de Wittmann a été secoué, mais la machine ne s'est pas arrêtée. Dans le tir suivant, l'obus s'est coincé dans les roues et a paralysé la machine. Wittmann et ses hommes ont sauté dehors, ont jeté leurs vestes et ont couru sous le feu vers la sécurité.
Plus tard, ils ont boitillé jusqu'au quartier général de la Panzerlehr, d'où Wittmann a rapporté qu'il avait détruit 25 à 30 véhicules ennemis, son Tiger ayant été touché et endommagé. Sa version est devenue la base de la légende de l'homme courageux dans le géant blindé. Pendant que Wittmann détruisait des véhicules en ville, le reste du 4e CLI et les unités d'infanterie sur île, 213, se trouvaient en danger mortel. Le Major Wright, commandant de l'escadron A, essayait d'organiser la défense. Certains chars ont tenté de manœuvrer habilement et de tirer sur le Tiger, mais leurs obus rebondissaient. Les communications radio étaient chaotiques. Les équipages se criaient dessus parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des positions de tir appropriées. Le sergent O'Connor et le lieutenant Closeley Thompson essayaient de sortir leur Cromwell du piège. Leurs équipages manœuvraient dans les ruelles étroites. Certains soldats ont décidé d'abandonner les véhicules et de se cacher dans les fossés. On entendait répétitivement des appels de soutien, mais Hind, depuis le poste de commandement au sud-ouest, était convaincu qu'il s'agissait d'une petite embuscade. En même temps, la Panzerlehr a envoyé une unité de reconnaissance sous le commandement du major Werncke pour découvrir ce qui se passait. Werncke est arrivé sur île 213 par le nord et a surpris les soldats britanniques. Les échanges de tirs se sont rapidement transformés en chaos. La batterie d'artillerie du 5e RHA tirait des obus éclairants pour identifier les cibles. Certains artilleurs se sont engagés dans un tir direct de près. Quand l'unité de Werncke s'est avancée, les soldats britanniques ont commencé à se rendre. Une grande partie de l'équipage du 1er Rifle Brigade s'est retrouvée sans munitions. Selon les archives des Panzergrenadiers, environ 30 soldats britanniques ont été capturés sur île, 213 et beaucoup de véhicules. Seul un petit groupe a réussi à percer jusqu'au commandement de brigade. Pendant que Werncke consolidait le contrôle sur la hauteur, le caporal allemand Brandt du 101e bataillon lourd est arrivé avec 2 autres Tigers. Ces hommes ont continué les attaques sur les colonnes britanniques. Ils détruisaient progressivement les porteurs et les véhicules de munitions. Maintenant d'autres véhicules de la Panzerlehr se sont approchés et l'affrontement a pris de l'ampleur. Le commandement britannique se trouvait sous pression. Le général de brigade Hind considérait s'il fallait continuer l'avancée ou se retirer. Il a décidé que l'occupation de Villers-Bocage était encore possible et a ordonné aux unités d'infanterie de prendre position dans la ville. Cet ordre, donné sans information complète, est devenu l'un des moments les plus controversés de la bataille. Vers 11 heures du matin, les unités britanniques qui avaient échappé à l'embuscade ont commencé à se rassembler à Villers-Bocage. Le capitaine Patrick Dias du 5e RTR a pris le commandement de la défense dans la partie centrale de la ville. Le Major Wright, le sergent Lockwood et plusieurs équipages de Firefly l'ont rejoint. Au bord de la ville se sont cachés des soldats du 1er bar, 7e, Queens, qui improvisaient des positions derrière les jardins. Dans la ville sont également revenus 2 obusiers de campagne de 25 livres par canon, qui battaient en retraite plus tôt. Dans des maisons isolées, se sont installés des tireurs d'élite et des tireurs avec des piattes. Des lance-roquettes anti-chars qui pouvaient percer le flanc d'un Tiger à une distance de quelques dizaines de mètres. Le commandement allemand a décidé de réoccuper la ville. Vers midi sont arrivées 2 compagnies de la Panzerlehr avec le soutien de l'infanterie. En tête sont apparus 3 Tiger 1. Ils étaient soutenus par des Panzer IV et quelques véhicules semi-chenillés. Quand les chars allemands sont entrés en ville, ils sont tombés sur un piège improvisé. Au bout de la rue était caché un canon anti-char de 6 livres. Dès que le premier Tiger est sorti du coin, le canon a tiré et l'a touché à l'avant. La machine s'est arrêtée. Le second Tiger, essayant de le contourner, est entré dans la position de l'unité du 1er bar 7e Queens qui l'a criblé de piattes. Les obus se sont collés au blindage et après l'explosion ont mis hors service les chenilles. Le 3e Tiger essayait de manœuvrer, mais le sergent Lockwood sur son Cromwell a profité du moment. Il a contourné la maison et d'un tir dans la tourelle arrière a enflammé la machine. La Panzerlehr a alors déployé un groupe de Panzer IV. L'un d'eux est entré dans la rue principale, mais a été touché par le Firefly du capitaine Dias.
Un autre Panzer IV a essayé de contourner le pâté de maison, mais l'équipage britannique, en retraite, l'a bloqué avec un mur qui tombait. Le combat dans les rues a ainsi pris l'aspect d'une partie d'échecs. Les chars individuels essayaient de se cacher derrière les coins, tandis que l'infanterie pénétrait dans les cours. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les soldats britanniques ont appris à utiliser les PIATS et la chance pour arrêter des machines beaucoup plus lourdes, et comment dans un conflit où il s'agissait de secondes, l'improvisation était cruciale. Bien que les défenseurs réussissent à arrêter temporairement les chars allemands, la situation se détériorait rapidement. La Panzerlehr a déployé plus d'infanterie et des tirs de mortier. Les réserves de munitions britanniques s'amenuisaient. Les services d'incendie des villages voisins essayaient d'éteindre les feux, mais de nouveaux obus arrivaient et les maisons s'effondraient. Certains chars britanniques se sont retrouvés sans essence. Les équipages ont décidé de les abandonner. Peu avant 14 heures, la nouvelle est parvenue aux défenseurs que la 50e division ne s'approchait pas et que la 7e division blindée devrait battre en retraite. Les commandants ont décidé de construire un périmètre défensif hors de la ville pour conserver un espace de manœuvre. Le général de brigade Hind a donné l'ordre de se retirer de Villers-Bocage et de prendre la défense sur la hauteur marquée sur les cartes comme Hill 174. Cet espace se trouvait à environ 2 km au sud-est de la ville et était formé d'une petite colline entourée de haies vives et de pâturages. Les soldats britanniques ont appelé ce périmètre Island parce qu'il était entouré de chemins de campagne et devait se défendre dans toutes les directions. Dans la boîte se sont déplacés les restes du 4e C, El Igaon, du 5e RTR, du 1er bar 7e Queens et du 5e RHA. Les soldats ont commencé les travaux de fortification. Ils ont construit des tranchées, posé des mines et placé des canons anti-chars dans les haies vives. Chaque char se tenait dans une cour semi-circulaire et avait un secteur de tir désigné. Les postes d'observation d'artillerie étaient placés dans les arbres. Les unités allemandes réalisaient que cette défense pourrait menacer leur ligne. L'après-midi du 14 juin, la Panzerlehr et les Tigers restants ont donc lancé une attaque coordonnée. Certains chars allemands ont essayé de percer par le nord, d'autres par l'ouest. L'artillerie britannique coopérait cependant avec la première division d'infanterie américaine, qui avait placé 150 canons de 155 mm à l'ouest du front. Ces armes ont fourni un soutien de tir distant à Island. L'adversaire s'est ainsi retrouvé sous un feu qui se resserrait. Un Tiger, qui avait percé jusqu'au bord de la boîte, a été arrêté par le tir direct d'un canon de 17 livres de Firefly et d'un canon anti-char de 6 livres. Les tentatives allemandes de pénétrer dans la boîte ont échoué à répétition. L'infanterie s'est retirée pour renforcer la ligne ailleurs. L'après-midi, cependant, la situation s'est compliquée. La Panzerlehr, avec le soutien de la 2e division Panzer, a lancé des attaques simultanées dans le terrain environnant. 2 compagnies allemandes ont pénétré dans les brèches entre les sections périmétriques blindées, et il y a eu des affrontements face à face. Dans une telle situation, les Britanniques ne pouvaient pas utiliser leur propre artillerie, car ils auraient touché leurs hommes. Le combat s'est transformé en chaos. Les défenseurs devaient compter sur les armes de poing et les PIATS. Bien que l'attaque ait finalement été repoussée, Hind et Erskine réalisaient que sans renfort, Island ne tiendrait pas. Dans la nuit du 14 au 15 juin, ils ont donc donné l'ordre de retraite. Les unités devaient venir se retirer par les chemins de campagne vers le sud. Le retrait était couvert par l'artillerie du 5e RHA et de la première armée américaine. Les blessés et les civils ont été évacués. De nombreux véhicules ont été brûlés pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Cette retraite a marqué la fin de l'opération Perche. Caen n'a pas été encerclé. La 7e division blindée s'est retirée à Trévières et a attendu les prochaines attaques jusqu'à l'opération Goodwood. Les Allemands ont pu se regrouper et dans les semaines suivantes, ont ralenti l'avancée alliée. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles conséquences cet échec tactique a eu pour toute la campagne de Normandie et pourquoi on en parlait en Grande-Bretagne comme du jour noir des Desert Rats. La bataille de Villers-Bocage
et l'effondrement de l'opération Perch ont coûté de lourdes pertes des deux côtés. Les estimations diffèrent, mais la plupart des sources indiquent que la 7e division blindée a perdu pendant 2 jours environ 1149 hommes et 38 chars. La 50e division, qui essayait d'avancer plus au nord, a subi 4476 pertes, en partie à cause du combat difficile près de Tilly-sur-Seulles. De l'autre côté, la division Panzerlehr a perdu environ 2972 soldats, 51 chars et 82 véhicules semi-chenillés. Dans la bataille même pour Villers-Bocage, environ 217 soldats britanniques ont péri, et plus de 40 chars ou véhicules blindés ont été détruits. Les pertes allemandes sont estimées à 15 chars, dont 6 Tiger, et un nombre non précisé d'infanterie. Cette disproportion laisse deviner à quel point le tir des canons de 17 livres et des Piat était efficace, quand ils réussissaient à arrêter même les lourds Tigers. C'est précisément de ces pertes qu'est née la critique du commandement britannique. Le général Hind a été plus tard relevé de la tête de la 22e brigade blindée. Le général Erskine a quitté sa fonction de commandement pendant l'automne. Le lieutenant-général Bucknell a été remplacé après l'échec de l'opération Goodwood. Montgomery et Dempsey ont fait face aux questions sur pourquoi ils n'avaient en outre pas exploité l'opportunité quand la brèche de Caumont s'était ouverte. Plus tard, ils ont admis que leur décision avait été précipitée et qu'ils s'étaient trompés dans le bocage en sous-estimant l'ennemi. Selon l'historien Helmut Ridgen, même le commandant allemand Dietrich était déçu que les unités n'aient pas pu pleinement exploiter la victoire. La Panzerlehr était fatiguée et sans carburant, et a donc dû s'arrêter. Le résultat de la bataille était donc essentiellement indécis. Les Allemands ont défendu l'accès à Caen, mais n'ont pas réussi à détruire la division britannique. Les Britanniques ont échappé à une plus grande catastrophe, mais ont perdu la hauteur stratégique. L'un des impacts les plus intéressants de la bataille fut le rôle de la propagande et du récit médiatique. L'appareil nazi a rapidement compris que de l'histoire de Wittmann, on pouvait créer une légende héroïque. Dès le 15 juin, la radio allemande a diffusé une interview dans laquelle Wittmann décrivait son attaque. Selon la transcription, il a agi avec la rapidité de l'éclair et a détruit des dizaines de véhicules ennemis, soulignant qu'il n'avait pas le temps de rassembler toute la compagnie. Il ne mentionnait pas la défaite ou les blessures. Par la suite, les journaux nazis ont ajouté des dessins montrant un Tiger géant traversant une rue pleine de chars britanniques en feu. Ce qui était en réalité l'action de plusieurs Tiger et Panzer IV a été présenté comme la performance exclusive d'un seul homme. Les propagandistes renforçaient ainsi le moral de la population allemande, qui faisait face aux bombardements et aux défaites à l'Est. En Occident, au contraire, a commencé à se répandre la légende de l'incapacité britannique. Dans certains journaux britanniques, on écrivait que un Tiger allemand a arrêté les rats du désert. D'autres journalistes critiquaient Montgomery pour s'être engagé dans une opération sans réflexion. Dans les années ultérieures, cette bataille est devenue un sujet populaire pour les livres et les modélistes. Les historiens soulignent cependant que Wittmann n'était pas le seul Tiger dans la bataille. Du sud se sont joints Brandt et Antouch, et dans les heures de l'après-midi sont arrivés 4 autres Tigers. De plus, l'infanterie et les Panzer IV tiraient aussi. La déclaration légendaire « Un Tiger a arrêté l'avancée britannique » est donc une simplification, qui a cependant impressionné le public. La gloire de Wittmann est devenue un outil pour l'entraînement et les ventes. Son nom est apparu dans les magazines. Les collectionneurs ont acquis des modèles de son Tiger 007. Après la guerre, Wittmann est aussi devenu partie du culte des Panzer Aces, qui romantisaient les commandants de chars allemands. Certains auteurs l'ont désigné comme le meilleur tankiste de tous les temps. D'autres ont critiqué son rôle dans la SS et ont affirmé que ses succès étaient surévalués. Un aspect important est que Wittmann est tombé seulement 2 mois après la bataille de Villers-Bocage. Le 8 août 1944, il a été liquidé près de Saint-Aignan de Cramsnil par les canons du 1er Northamptonshire Yeomanry.
Sa mort a encore servi la propagande. Les médias allemands l'ont honoré comme un martyr, tandis que les Alliés ont désigné la destruction de son char comme une satisfaction. Du côté britannique, le sujet est devenu un argument pour la réorganisation du commandement. Les critiques osent souligner que l'escadron A du 4e CLII avançait sans véhicule de reconnaissance en tête, et que le général de brigade Hind avait refusé d'appeler la 50e division à temps. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la bataille est devenue une leçon d'étude pour les futurs commandants d'unités de chars, et pourquoi il est important que les histoires de héros soient complétées dans l'histoire par le contexte et l'évaluation critique. La bataille de Villers-Bocage n'est pas seulement l'histoire de chars et de commandants, c'est aussi l'histoire des civils vivant dans la petite ville et dans les villages adjacents. Les habitants locaux se réveillaient le matin du 13 juin dans une journée calme. Puis cependant, ils ont entendu le rugissement des moteurs, les tirs et les explosions. Selon les témoignages, les femmes et les enfants se cachèrent dans les caves, tandis que les hommes essayèrent d'éteindre les incendies. Certaines maisons ont été touchées directement par des obus. Dans d'autres, les fenêtres sont explosées sous la pression. La ville a été incendiée plusieurs fois, et les réservoirs de pétrole en feu ont causé une épaisse fumée noire. Pendant la nuit, les habitants ont ensuite enterré les morts, y compris les soldats amis. Cette dimension tragique était souvent omise dans la propagande des deux camps, mais elle formait néanmoins une partie fondamentale de l'expérience humaine de la guerre. Le paysage du bocage lui-même a contribué à l'intensité de la bataille. Les haies vives denses, les champs irréguliers et les routes étroites faisaient de chaque virage un piège potentiel. Selon les chroniques de l'époque, il était courant qu'une unité qui tournait sur une route secondaire se retrouve dans un piège fermé et doive se frayer un chemin à travers les haies. Les Allemands et les Britanniques utilisaient sinon l'artillerie pour nettoyer les haies vives, mais cela causait la destruction des champs et des arbres qui nourrissaient les fermiers locaux depuis des générations. Beaucoup d'arbres dans les régions de Normandie portent encore aujourd'hui les cicatrices des obus, ce qui rappelle à quel point la guerre touchait de près chaque village. Dans un moment, nous révélerons comment les habitants ont fait face à l'occupation ultérieure, ce que la présence des soldats allemands et alliés signifiait pour eux, et comment la ville s'est transformée après la guerre. Nous montrerons que même dans l'ombre des batailles de chars légendaires se déroulaient des histoires de courage, de solidarité et d'humanité. Les mémoires de guerre des soldats de la 7e division blindée révèlent à quel point il était difficile de s'adapter au bocage. Beaucoup se sentaient frustrés que dans un terrain où il n'était pas possible de manœuvrer, leurs Cromwell rapides perdent l'avantage. Le sergent Lockwood se souvenait plus tard du son des tirs de 88 mm et de la façon dont ses mains tremblaient quand il visait un char allemand dans une rue étroite. Certains tankistes ont rencontré dans le combat une vague d'adrénaline et de précision. D'autres étaient paralysés par la peur et oubliaient de tirer. Le capitaine Diaz racontait qu'avant l'attaque des Tigers, il priait avec son équipage et estimait la distance à l'oreille, parce qu'il ne voyait pas à travers la haie vive. Les témoignages des tankistes allemands, par exemple Antouche et Brandt, soulignent encore le sentiment de supériorité, mais aussi la solitude, quand ils se trouvaient encerclés. Un choc psychologique fut aussi la rencontre avec les effets des PIATS. Les tankistes allemands étaient habitués à ce que leur Tiger résiste aux obus britanniques de 75 mm ou 76 mm. Quand cependant le Piat a pénétré dans les chenilles et paralysé le char, ils comprenaient que même une arme plus légère pouvait être mortelle. Un tankiste allemand a déclaré plus tard que le bocage nous terrifiait plus que la Russie, parce qu'ils ne pouvaient pas compter sur les duels à distance. Les Britanniques ont découvert que le moral de l'équipage était crucial. Un char sans équipage confiant devient une proie facile. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ces facteurs psychologiques ont influencé le cours de la bataille et comment les soldats faisaient face à la pression des médias, des supérieurs et de leurs propres attentes. La bataille de Villers-Bocage est souvent utilisée pour analyser les décisions tactiques et opérationnelles. Dans l'état-major britannique régnait après la bataille l'opinion que le général Hind et Erskine avaient perdu le contrôle de la situation.
Selon les critiques, la 7e division avançait trop rapidement et sans reconnaissance suffisante. L'observateur d'artillerie était revenu avec l'information que Livry était vide, mais n'avait plus vérifié ce qui se trouvait derrière la colline suivante. Le commandement n'avait pas assuré la couverture de flanc, et avait assigné à un officier supérieur dans la colonne de chars des tâches qu'aurait dû remplir une unité de reconnaissance. Il était pourtant clair que la brèche de Caumont pourrait se fermer bientôt, si les Allemands envoyèrent des renforts. Le moment décisif est arrivé, quand Hind et Wright sont restés sur île, 213, et n'ont pas ordonné à l'escadron B de rouler en tête et de couvrir l'escadron A. Les critiques pensent que si en tête étaient allés des Firefly avec des canons de 17 livres et des chars multicanons, ils auraient pu arrêter les Tigers de Whitman. Dempsey et Montgomery se sont plus tard mutuellement accusés. Montgomery affirmait que Dempsey aurait dû envoyer plus d'infanterie. Dempsey critiquait Bucknell pour le manque de flexibilité. Dans le rapport du 21e groupe d'armée, il est indiqué que la bataille a été gâchée par l'indécision et un risque excessif, sans que soit assurée la coordination. Du côté allemand, Dietrich reprochait au colonel Meyer de la 12e SS de ne pas avoir renforcé Wittmann à temps, et Fritz Bayerlein de la Panzerlehr se défendait en disant qu'il manquait de véhicules et de munitions. Cette critique a eu des conséquences à long terme. Hind a été muté en Italie, et Erskine a dû quitter le commandement. Dempsey s'est maintenu grâce au succès dans les opérations suivantes, mais sa carrière était déjà marquée par la question de pourquoi il n'avait pas réussi à mieux équilibrer le risque et la sécurité. La bataille est ainsi devenue un cas d'étude pour les collèges militaires, qui l'ont analysé dans le but d'améliorer la tactique dans le bocage. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles leçons les écoles militaires ont retenues et comment la préparation des officiers a changé après 1944. L'opération Perche faisait partie de la stratégie plus large des Alliés, qui devaient faire face aux exigences de Washington, Londres et Moscou. Les Américains exigeaient une percée rapide pour libérer la route vers la Bretagne et vers les ports de l'Atlantique. Les Britanniques voulaient au contraire encercler les forces blindées allemandes et éviter de grandes pertes. Les Soviétiques de l'Est poussaient pour qu'un second front soit ouvert. À leurs yeux, les combats près de Koying étaient une manifestation symbolique de solidarité. Quand l'opération Perche a échoué, cela a conduit à des tensions entre les Alliés. Les généraux américains comme Patton et Bradley critiquaient Lee Montgomery pour sa prudence. Montgomery argumentait au contraire que son approche protégeait les vies humaines et créait de l'espace pour de futures grandes opérations, par exemple Goodwood et Cobra. Du côté allemand, Hitler mettait en avant le succès de Wittmann comme preuve qu'il fallait déployer plus de Tiger. Ironiquement, cependant, à cause du manque de machines, il n'était plus possible de renforcer le front comme il se l'imaginait. Politiquement, le sort de Caen a aussi eu un impact. La ville a été libérée seulement à la mi-juillet, après que les Canadiens et les Britanniques ont lancé un bombardement massif. Ce retard signifiait que l'avancée alliée en Normandie a été retardée. Les Allemands ont ainsi eu le temps de renforcer leur défense sur la ligne de falaise. L'opération Perche a montré qu'une décision stratégique sur le terrain peut devenir l'objet de débats politiques et de relations internationales. Quelques semaines plus tard, cependant, les Alliés ont percé vers l'ouest grâce à l'opération Cobra. La mort de Wittmann et la chute de Caen ont terminé la symbolique qui découlait de Villers-Bocage. Dans cette partie, nous nous plongerons encore plus dans les contextes plus larges de l'opération Perche et de la bataille de Villers-Bocage. Dans cette vidéo, vous découvrirez que chaque événement militaire est tissé de politique, de logistique et de destin humain. Nous ajouterons des détails qui élargiront notre perspective et montreront comment une bataille s'inscrit dans la grande mosaïque de la guerre. L'opération Overlord a commencé le 6 juin 1944 par la plus grande action de débarquement de l'histoire, à laquelle ont participé plus de 156 000 soldats pendant le premier jour. La planification a duré des mois,
et représentait un exploit logistique énorme. Les Alliés ont construit les ports artificiels Mulberry, développé les chars amphibies DD et nettoyé la Manche des champs de mines. Tandis que les Américains se frayaient un chemin dans les premiers jours à travers le terrain difficile près d'Omaha, les Britanniques et les Canadiens devaient occuper Caen et avancer vers l'intérieur. Les Allemands ont essayé dans la première heure de l'invasion de mener une contre-attaque de la 21e Panzerdivision, mais le soutien aérien de la RAF et de l'USAAF a dispersé leurs chars. C'est pourquoi dès le 7 juin, on commençait à se dessiner de nouveaux plans, des opérations de contournement qui devaient exploiter les faiblesses de la ligne allemande. L'opération Perche était l'une d'elles, et son succès devait permettre l'encerclement de Caen. La 7e division blindée, outre sa riche histoire d'Afrique, avait une culture unique. Son symbole Jerboa, une petite souris du désert, ornait les uniformes et les véhicules. Les commandants comme Sir Richard O'Connor et Frank Messervy ont mené les soldats vers l'autonomie et l'initiative. Quand ils se préparaient en Grande-Bretagne pour la Normandie, ils s'entraînaient à ramper les chars à travers des haies artificielles et à construire des ponts pour les véhicules blindés. Parmi les vieux combattants se transmettèrent les devises « La vitesse, c'est la vie » et « Victoire par l'improvisation ». D'autre part, des frictions apparaissaient avec les nouveaux renforts, qui n'avaient pas une telle expérience. Les récits des vétérans nous montrent que la cohésion de l'unité était cruciale. Quand ils se sont retrouvés encerclés le 13 juin, les anciens liens les ont tenus ensemble. Du côté allemand, la Panzerlehr était la seule division qui avait l'infanterie entièrement motorisée dans des véhicules semi-chenillés. Les entraînements en Allemagne se concentraient sur les attaques coordonnées de chars, infanterie et artillerie. Les soldats avaient à disposition les postes radio les plus modernes et l'équipement. La Hitlerjugend était, malgré son nom, une division blindée développée. Son régiment de chars était mené par Hubert Meyer, qui avait auparavant servi dans une unité de reconnaissance. Pendant les premiers jours après le débarquement, cependant, la Hitlerjugend a subi de lourdes pertes lors de la tentative de repousser les attaques canadiennes près d'Authie. Cela a causé que leur morale fluctuait et que leur commandement était nerveux. Ce mélange d'instructeurs expérimentés de la Panzerlehr et de jeunes fanatiques de la Hitlerjugend a créé une dynamique qui a influencé la réaction à l'avancée de la 7e division blindée. L'histoire personnelle de Michael Wittmann est aussi plus riche qu'il pourrait sembler. Comme fils d'un fermier bavarois, il s'est d'abord joint à la police bavaroise, mais bientôt, une carrière dans la Reichswehr l'attirait. En 1937, il est entré dans la SS Verfügungstruppe, où il a passé l'entraînement de base dans un char Panzer I. Pendant la campagne en Pologne en 1939, il servait encore chez les éclaireurs, mais en 1941, il commandait déjà des canons d'assaut lors de l'invasion de l'Union soviétique. De là vient sa capacité à utiliser le terrain et à improviser. Son équipage a testé pendant la bataille de Koursk aussi des situations cruelles. Lors d'une attaque nocturne, son Tiger aurait heurté un T-34 en feu et s'est écrasé dans son épave, ce que Wittmann décrivait plus tard comme des secondes infernales, pleines de feu. Cette expérience l'a confirmé dans la conviction que la fortune sourit aux audacieux. Avant le transfert en Normandie, le 101e bataillon de chars lourds passait par une préparation compliquée. Les Tigers étaient transportés par chemin de fer du front de l'Est vers les dépôts du sud de l'Allemagne, puis vers ceux de France. En chemin, beaucoup de machines sont tombées en panne. Certaines sont restées sur la voie sans pièces de rechange. Les équipages travaillaient jour et nuit pour les réparer et dormaient souvent sous les wagons. Quand le bataillon est arrivé en Normandie, il était déployé dans un rayon de 10 km. Cela compliquait la réaction rapide. La 2e compagnie de Wittmann avait 6 Tigers opérationnels. Le reste était en service. Cela explique pourquoi le 13 juin, seulement une machine est sortie du verger de pommiers.
La brèche de Caumont s'est formée non seulement à cause du retrait de la 352e division d'infanterie, mais aussi grâce à l'avancée coordonnée de la 1re division d'infanterie américaine et de la 29e Infantry Division vers Saint-Lô. Ces unités ont percé la défense allemande dans les secteurs voisins, créant ainsi un vide que les Allemands n'ont pas eu le temps de combler. C'est aussi pourquoi Dietrich a décidé de déplacer le 101e bataillon derrière la Panzerlehr. Il voulait conserver une réserve mobile qui pourrait réagir à la percée. La coopération entre les unités allemandes souffrait cependant de rivalité. La Panzerlehr était sous le commandement de la Wehrmacht, tandis que le 101e bataillon appartenait à la Waffen-SS. Cette rivalité s'est manifestée aussi pendant la bataille, quand les commandants se reprochaient. Qui aurait dû envoyer des renforts à Villers-Bocage plus tôt? La route vers Villers-Bocage menait la colonne des rats du désert, à travers plusieurs villages, de Caumont via Livry et Trévières, jusqu'à la ville. Dans chaque village, des civils joyeux les accueillaient, mais aussi des enfants curieux qui touchèrent les chars. Souvent, ils s'arrêtaient pour réparer une machine ou faire le plein d'essence. Dans certains endroits, ils dormaient dans des maisons opulentes, où les familles françaises leur offrirent du fromage et du vin. Ces arrêts idylliques soutenaient l'illusion qu'ils roulaient vers un terrain ouvert. Personne ne soupçonnait que derrière le prochain virage se cachèrent des Tigers. Une description détaillée du passage de la colonne se trouve dans le journal du lieutenant Stowell, qui commandait une Jeep de reconnaissance. Il mentionne qu'en tête roulait une pointe, scout car, avec un officier, derrière elle 2 patrouilles de motocyclettes, et seulement ensuite les Cromwell. Chaque char portait en plus des caisses de munitions, des chenilles de rechange, et même des bicyclettes pour la reconnaissance. Dans une des jeeps était assis un correspondant de guerre de la BBC qui devait filmer l'avancée des rats vers le terrain ouvert. L'ironie est que son matériel filmé a plus tard servi à étudier les erreurs, parce qu'il a capturé les moments avant l'embuscade. Le tir de Wittmann dans le verger de pommiers n'était pas aussi mécanique qu'il était dépeint dans la propagande. Le tireur Bobby Wall devait viser chaque véhicule, recalculer manuellement la correction et transférer la visée vers la cible suivante. L'équipage transpirait dans la tourelle fermée, dans laquelle la fumée s'engouffrait. Selon Vol, les réservoirs de munitions craquaient, et les morceaux de blindage qui s'envolaient recouvrirent les périscopes. Sur certains porteurs, ils tiraient avec les mitrailleuses MG-34 et au début les considéraient comme des jeeps, mais ont ensuite découvert que c'étaient des véhicules d'artillerie. Ces détails révèlent à quel point cette fameuse attaque était nerveuse et chaotique. La réaction britannique comprenait aussi de petits épisodes héroïques, qui ne rentrent souvent pas dans le récit plus large. Le sergent Stan Lockwood, sur son Cromwell, surnommé Globe terrestre, essayait d'encercler le Tiger à travers les jardins. Quand il a réussi à sortir derrière sa partie arrière, de très près il a tiré plusieurs obus et a enflammé la machine. Un autre soldat, le caporal William Potter, est resté près de son canon de 6 livres, même quand autour de lui tombèrent les tirs. Son tir précis a mis hors service un des Tigers allemands et a arraché la chenille à un autre. De tels moments rappellent que le courage des individus était aussi important que la stratégie des généraux. Le combat de l'après-midi s'est étendu dans un espace plus large. Outre Villers-Bocage, on s'est aussi battu pour le village d'Amaillé-sur-Seulles, où le 12e SS Panzer Regiment a attaqué les unités américaines. Dans cette phase, sont apparus les obusiers allemands, Nebelwerfer, qui bombardaient l'Iceland avec des salves de roquettes, ce qui provoquait la panique. Les Britanniques étaient forcés de déplacer les blessés sous le feu, et les artilleurs tirèrent souvent à l'aveugle dans les haies vives. Dans un moment, nous révélerons quel impact cette fusillade a eu sur le moral des soldats et sur les négociations de retraite. Quand les soldats construisaient la boîte défensive, ils devaient aussi résoudre des questions pratiques. Le service de santé a placé un poste de soins improvisé dans une grange, où les médecins soignaient les blessés et amputaient les membres sans anesthésie. Les aumôniers célébraient des messes et encourageaient les hommes à la persévérance. Les sapeurs creusaient des latrines et creusaient des fosses pour les déchets.
pour empêcher les épidémies. L'approvisionnement en eau était crucial. Les soldats puisaient dans un puits proche et surveillaient que les Allemands n'empoisonnent pas la source d'eau. La vie quotidienne dans la boîte rappelait ainsi une forteresse médiévale, où on se bat, prie et travaille simultanément. L'opération Perche n'était pas seulement la bataille de Villers-Bocage. Un jour plus tôt, la 50e division d'infanterie s'est lancée dans un combat cruel pour le village de Tilly-sur-Seulles, où les canons antichars allemands et le tir de mortier ont arrêté son avancée. Les compagnies du Durham Light Infantry ont subi de lourdes pertes, mais leur attaque a forcé la Panzerlehr à retirer une partie de ses unités de Villers-Bocage, ce qui a donné un peu de répit aux Desert Rats. De même, la 56e Infantry Brigade a mené le combat pour Lingèvre, où le lieutenant Keith Douglas, poète connu, est tombé sous le tir d'une mitrailleuse. Ces champs de bataille interconnectés montrent que la bataille de Villers-Bocage n'était pas un événement isolé, mais une partie d'un affrontement plus large pour les villages normands. Le commandant allemand de la Panzerlehr, le général Bayerlein, a écrit plus tard qu'il se sentait dans l'opération Perche, comme un boxeur qui attend le prochain coup. Son unité était bombardée de l'air. L'artillerie détruisait ses colonnes de ravitaillement. Et pourtant, elle devait réagir à l'attaque britannique. À ce moment, s'est pleinement manifestée la doctrine allemande de défense flexible. Des unités plus petites, avec des réserves de chars, essayaient de retenir l'ennemi. Pourtant, elles aussi ont fait l'objet de critiques. Bayerlein s'est disputé avec Kurt Meyer sur les priorités, et à Berlin, le commandement était frustré que les Tigers importants ne soient pas déployés de manière centralisée. Le thème du commandement s'est aussi reflété dans les débats d'après-guerre. Certains vétérans de la 7e division blindée défendaient Hind en disant qu'il avançait selon les ordres du commandement supérieur et ne pouvait pas savoir pour le Tiger caché. D'autres, y compris le général Pip Roberts de la 11e division blindée, critiquaient la tactique de rouler en colonne dans le bocage. Les études publiées par le Royal United Services Institute dans les années 50 ont analysé la bataille et recommandé plus d'unités de reconnaissance en tête et une plus grande intégration de l'infanterie avec les chars. Les leçons se sont transmises dans les conflits futurs. L'armée britannique en Corée et en Malaisie a mis plus l'accent sur la reconnaissance et la combinaison des armes. Le combat de propagande a continué aussi après la guerre. En Allemagne, les funérailles de Wittmann ont été utilisées pour créer le mythe du dernier chevalier. En Grande-Bretagne, les cinéastes ont puisé dans son histoire l'inspiration pour les personnages de tankistes intrépides dans des films comme A Bridge Too Far. Chez les historiens est apparu plus tard le phénomène Panzerporn, dans lequel on célèbre les chars allemands, sans égard au contexte idéologique. Cette fascination pour la technique a mené aux discussions si le fétiche technique ne supplante pas la souffrance humaine. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi il est important d'examiner de manière critique aussi la littérature populaire et les films. Les histoires des civils complètent les chroniques officielles. Le journal du fermier Jean Duhamel de Villers-Bocage enregistre qu'après la bataille, il a trouvé dans sa prairie un Cromwell brûlé et les explosions lui ont détruit la récolte de blé. En revanche, Madame Leclerc s'est occupée d'un soldat allemand qui était blessé par un éclat et lui a fait de la soupe, pourquoi les Alliés l'ont plus tard remercié. Ces histoires montrent que les citoyens se trouvaient souvent dans le rôle ingrat d'intermédiaires entre deux armées. Des expériences similaires étaient partagées par les gens dans d'autres villes normandes, où le front se déversait d'un côté et de l'autre. Les conséquences psychologiques de la bataille se sont traînées pendant des années. Certains vétérans souffraient de cauchemars et évitaient les conversations sur la guerre. D'autres écrivaient de la poésie et des souvenirs pour traiter les traumatismes. Par exemple, le tankiste David Render, qui est arrivé en Normandie quelques jours après la bataille, se reprochait jusqu'à la fin de sa vie de ne pas avoir aidé ses camarades à temps. Chez les tankistes allemands sont aussi apparus des sentiments de culpabilité pour les camarades perdus.
Beaucoup d'entre eux, après la guerre, essayaient d'oublier la propagande et de se consacrer aux familles. L'étude des impacts psychologiques nous aide à comprendre que la bataille ne finit pas avec le dernier tir. Finalement, il vaut la peine de mentionner comment cette bataille s'inscrit dans le caractère plus large de la campagne de Normandie. Après l'échec de l'opération Perch, sont venues d'autres actions. Goodwood, Epsom, Bluecoat et finalement Cobra, qui a percé en Bretagne. Chacune d'elles avait ses succès et échecs, mais ensemble elles ont progressivement épuisé les divisions allemandes, jusqu'à ce que le front s'effondre. Le reflet de l'histoire nous rappelle que même si une action ne réussit pas, les suivantes peuvent changer la situation. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les historiens regardent la série d'étapes qui ont mené à la libération de Paris et quel rôle y a joué la rebelle 7e division blindée. La bataille de Villers-Bocage est aujourd'hui commémorée par des monuments et des musées. Près de Hill, 213 a été construit un petit obélisque dédié aux Desert Rats, tombés, tandis que de l'autre côté de la ville se dresse une pierre commémorative à l'endroit où le Tiger de Whitman a été détruit. Chaque année s'y tiennent des actes de piété. Les écoles locales organisent des excursions pour rappeler le rôle de leur ville dans l'histoire. Les plaques commémoratives sont bilingues, françaises et anglaises, et expliquent comment l'histoire est devenue partie de l'identité de la région. Cette mémoire locale nous rappelle que la bataille n'est pas seulement un objet d'étude, mais aussi une partie vivante de la mémoire sociale. Quand nous regardons les conflits modernes, nous voyons des parallèles avec la Normandie. Attaque surprise, importance de la reconnaissance, importance de la communication. En Afghanistan ou en Ukraine, se sont également manifestées les erreurs des services de renseignement et la force de la propagande. Dans cette vidéo, vous découvrirez que même si les technologies ont changé, la nature humaine et les principes tactiques restent similaires. La compréhension de l'histoire nous aide à interpréter les événements actuels et à chercher de meilleures solutions. Et c'est pourquoi, avant de passer au dépassement final, il est important de réaliser que la bataille de Villers-Bocage ne nous présente pas seulement une histoire, mais aussi une boussole pour l'avenir. L'aspect logistique de l'opération se cache souvent dans l'arrière-plan des grandes histoires, mais pour chaque armée, il est crucial. Les colonnes de ravitaillement de la 7e division blindée s'étiraient sur des dizaines de kilomètres derrière les chars de tête et contenaient parfois plus de 100 véhicules transportant carburant, munitions et vivres. Les chars Cromwell consommaient jusqu'à 270 litres d'essence aux 100 kilomètres. Et il était donc nécessaire de construire des dépôts portables sous la surveillance des sapeurs. Les ingénieurs de campagne britanniques construisaient aussi des ponts sur les ruisseaux étroits et renforçaient les routes pour qu'elles supportent le poids des véhicules lourds. Dans une étape, ils ont dû sous la pluie dégager un transporteur enlisé à l'aide d'un treuil improvisé. Ces missions logistiques se déroulaient souvent sous le feu. Certains conducteurs devaient, dans le bocage, transporter les jerrycans à la main, parce que les véhicules ne pouvaient pas passer. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la logistique et l'ingénierie interviennent dans les plans sur le champ de bataille. Le régiment 5e, Royal Tank Regiment, avait ses propres héros et récits. Ces tankistes provenaient de différentes couches sociales de Grande-Bretagne, des fils de fermiers aux étudiants d'université. Le commandant était le lieutenant-colonel Nigel Carswell, qui avait la réputation d'un officier silencieux mais déterminé. Pendant les combats en Afrique, il avait appris à faire confiance à ses adjoints. En Normandie, il a donc confié les sections individuelles à des sergents expérimentés. Chaque équipage avait un surnom: Ange gardien, Californie, Olaf. Quand le 13 juin, ils sont tombés sur les Tigers, les tankistes du 5e RTR essayaient de manœuvrer pour créer un feu croisé. Le sergent Tom Drake se souvenait que pendant le combat, il avait perdu une chenille, mais son conducteur est quand même resté en formation et a tiré, jusqu'à ce qu'il soit touché dans la tourelle. Ces épisodes
montre comment les soldats étaient déterminés à se couvrir mutuellement le dos. Le 1er bar 7e, Queen's Royal Regiment, était une unité d'infanterie du comté de Sussex, qui agissait en Normandie dans le cadre de la 131e brigade. Ces soldats étaient entraînés au combat rapproché. Beaucoup d'entre eux avaient appris à manier le P1AT, un lance-grenade qui jouait un rôle clé dans le bocage. Le capitaine George Snelson de la compagnie B a mené ses hommes à Villers-Bocage, où ils ont occupé des maisons et installé des postes d'observation dans les greniers. Les fantassins se sont adaptés à la situation. Ils créaient des meurtrières dans les murs, envoyaient des éclaireurs dans les jardins et pendant la nuit échangeaient des munitions avec les tankistes. Quand les officiers sont tombés, le commandement a été repris par les sous-officiers. Dans la bataille, plusieurs dizaines de soldats de la reine sont morts. Leurs noms se trouvent aujourd'hui sur le monument à Guilford. Les histoires de l'infanterie se perdent souvent dans l'ombre des duels de chars, mais c'est précisément eux qui tenaient les rues et les maisons. La Panzerlehr, pendant le transfert en Normandie, était aux prises avec un manque de carburant et de munitions, parce que l'aviation alliée avait détruit beaucoup de trains et de dépôts. Une étude de wargaming du XXIe siècle estime que jusqu'à 200 véhicules de la Panzerlehr ont été détruits avant qu'ils n'atteignent le front. Le général Bayerlein devait laisser certaines unités sur place et directement sur le champ de bataille démonter les machines non roulantes pour en obtenir des pièces de rechange. Cela explique aussi pourquoi la Panzerlehr ne pouvait pas immédiatement déployer une contre-attaque massive. Néanmoins, les logisticiens allemands ont réussi à faire passer plusieurs convois à travers les carrefours bombardés dans la nuit et à apporter des munitions pour les Tigers. Cette lutte avec la logistique était moins visible, mais décidait de combien de temps les unités tiendraient. Sur la 12e SS Hitlerjugend circulent beaucoup de mythes. La division était formée de jeunes volontaires, qui à l'école admiraient Hitler, et dans leur jeunesse s'entraînaient avec des fusils en bois. Leur commandant Kurt Meyer, surnommé Panzermeyer, était charismatique, mais cruel. Pendant les combats en Normandie, il a été accusé de crimes de guerre. Pendant l'opération Perche, la Hitlerjugend était engagée dans les contre-attaques sur les Canadiens et les Britanniques au nord de Caen. Les jeunes soldats se comportaient souvent courageusement, mais leur manque d'expérience menait à des erreurs. Beaucoup battaient en retraite sans permission ou restaient sur les positions même après encerclement, ce qui menait à la capture. Quand ils ont entendu parler de l'action de Wittmann, certaines unités ont essayé d'imiter son courage, mais sans ses compétences, leurs attaques finissaient tragiquement. Ces situations nous rappellent que le fanatisme n'est pas un substitut à l'expérience. La résistance française a joué dans la campagne de Normandie un rôle discret mais significatif. Les groupes de maquis, composés d'anciens soldats et de jeunes patriotes, fournissaient aux Alliés des informations sur le mouvement des unités allemandes et sabotaient les lignes de chemin de fer. Dans les environs de Villers-Bocage, cependant, ils risquaient d'être découverts, dont leur participation était limitée. Selon les légendes locales, plusieurs civils ont essayé de signaler aux chars britanniques que des chars allemands se cachèrent dans le verger, mais les soldats britanniques ne les comprenaient pas ou sous-estimaient l'avertissement. Après la bataille, certains résistants ramassaient des armes et les transmettaient aux garnisons pour qu'elles se défendent dans les jours suivants. Cela rappelle que la population civile n'était pas passive et risquait souvent sa vie pour aider les libérateurs. Quand nous parlons de la stratégie globale, nous ne devons pas oublier l'opération Fortitude, une campagne de désinformation massive qui a convaincu les Allemands que l'invasion principale aurait lieu au pas de Calais. Grâce à elle, le haut commandement allemand devait maintenir de vastes unités au nord de la France et ne pouvait pas renforcer la Normandie. Ce succès a aussi influencé l'opération Perche, parce que pendant qu'on se battait dans le bocage, Hitler et l'Okadoopli étaient encore occupés à suivre les faux signaux. Les experts d'aujourd'hui en cybersécurité soulignent que Fortitude était un précurseur des opérations informationnelles modernes. Dans cette vidéo,
vous découvrirez que la manipulation de l'information peut avoir un impact stratégique énorme. Le cœur des problèmes de la 7e division blindée était les communications. Le poste radio numéro 19, que les tankistes britanniques utilisaient, offrait une portée solide, mais ses antennes se perdèrent souvent dans les branches du bocage. De plus, dans le terrain dense se créaient des interférences et les opérateurs devaient répéter les messages. Certains chars ont perdu la liaison précisément au moment où Wittmann a lancé son attaque. Dans le chaos qui s'est installé, les équipages essayaient de communiquer par gestes ou envoyèrent des liaisons à pied, ce qui était risqué. Du côté allemand, le Tiger avait le poste radio Fouger 5, qui était fiable, mais les équipages devaient maintenir le silence radio pour ne pas se trahir. Les barrières de communication ont ainsi considérablement contribué à la désorientation des deux côtés. Le soutien aérien jouait un rôle clé en Normandie. La RAF et l'USAF déployaient des chasseurs bombardiers, Typhoon et Thunderbolt, qui attaquèrent les colonnes allemandes et en même temps fournissaient un soutien rapproché aux unités terrestres. Lors de l'opération Perche, la 7e division britannique avait à disposition des escadrilles assignées de Typhoon avec roquettes, mais à cause du mauvais temps et de la communication disparate, les frappes aériennes étaient limitées. Quand cependant le temps s'est éclairci, les Typhoon ont frappé la Panzerlehr, près d'Evrezy, et les véhicules détruits en feu ont contribué à la confusion dans les rangs allemands. Une curiosité est qu'un Typhoon a par erreur aussi attaqué la colonne britannique, mais heureusement n'a tué personne. La coordination entre les forces aériennes et terrestres était complexe, parce que les pilotes manquaient de contact direct avec les tankistes et devaient compter sur les liaisons d'artillerie. Le déroulement de la bataille a aussi été influencé par le changement de temps. La Normandie est connue pour ses averses rapides et le brouillard. Pendant la nuit du 13 au 14 juin, une pluie battante s'est mise à tomber, qui a trempé les chemins de campagne et ralenti aussi bien la retraite des Britanniques que les déplacements des Allemands. La boue compliquait la conduite des Tigers comme des Cromwell. Certains chars se sont enlisés et ont dû être dégagés par des tracteurs. Les gouttes de pluie réduisaient en plus la visibilité, de sorte que les tireurs avaient des problèmes à reconnaître les silhouettes de l'ennemi. Les rapports météorologiques jouaient aussi un rôle dans la décision si l'opération devait continuer ou être reportée. Ce chapitre montre que même le temps est un acteur de la guerre, qui peut renverser les destins. L'histoire du Tiger de Michael à Villers-Bocage est plus qu'une simple excursion dans une bataille historique. Elle offre des leçons universelles sur l'art de la guerre et sur la façon dont facilement des épisodes individuels peuvent changer le cours des opérations. Dans cette vidéo, vous découvrirez que bien qu'une décision courageuse puisse sembler géniale, ses conséquences peuvent être complexes et parfois même destructrices. L'opération britannique Perche a montré que même une brèche justement ouverte entre les divisions allemandes ne mène pas automatiquement à l'encerclement, si elle n'est pas soutenue par une reconnaissance approfondie, la coordination et la disponibilité de renforts. Au contraire, la défense allemande a démontré comment on peut, avec un petit nombre de chars, causer de graves dommages. Mais en même temps se sont révélées les limites des Tigers lourds. Panne, besoin d'infanterie, vulnérabilité sur les flancs et sensibilité aux chars ennemis plus agiles, comme le Firefly. En comparant avec l'actualité, nous pouvons voir un parallèle dans les conflits modernes, où les drones et les missiles remplacent les chars, mais les principes de reconnaissance, coordination et prise de décision rapide restent. Du point de vue du commandement, la bataille est un avertissement contre l'indécision. Montgomery et Dempsey hésitaient à attribuer une priorité plus grande à l'opération, de même que Hind n'a pas demandé de renforts à temps. Dans les organisations modernes, qu'elles soient militaires ou civiles, la capacité de prendre des décisions rapides, de s'adapter au terrain et d'écouter les informations de première ligne est cruciale. Dans les villes fortifiées d'aujourd'hui, comme dans le bocage, s'estompe la frontière entre tactique et stratégie. Une petite erreur peut avoir de grandes conséquences. L'opération Perk rappelle que dans n'importe quelle campagne, il est important d'harmoniser l'offensive sur plusieurs directions.
Si l'un des courants s'arrête, cela menace tous les autres. La propagande est un autre thème qui reste actuel. L'histoire de Whitman montre comment, d'une action héroïque, peut naître un symbole mythologique qui dépasse la réalité. De même, le monde médiatique d'aujourd'hui peut d'un succès militaire faire une légende virale qui influence l'opinion publique et les décisions politiques. Il est important de distinguer entre les données réelles et l'histoire qui est conçue pour renforcer le moral. Le fait que la légende d'un Tiger ait arrêté l'avancée britannique ne change pas le fait que la bataille de Villers-Bocage était un affrontement complexe, où le terrain, la préparation, la logistique et la chance ont joué un rôle. Les mythes peuvent motiver, mais aussi déformer, et mener à de mauvaises conclusions. La même chose vaut pour les opérations informationnelles modernes sur les réseaux sociaux. Du point de vue de la population, la bataille présente aussi une leçon sur la protection civile et la reconstruction. La petite ville a été temporairement détruite, mais les habitants locaux l'ont renouvelée après la guerre. Cette résilience est un témoignage de la capacité de la société à se rétablir des traumatismes, et rappelle qu'à côté de la stratégie militaire, la reconstruction d'après-guerre est aussi nécessaire. Dans un monde où beaucoup de villes deviennent le théâtre de combat, les histoires de Normandie nous rappellent que derrière chaque point tactiquement important se trouvent des destins humains. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les habitants de Villers-Bocage sont retournés dans leur foyer et ont construit des ruines une nouvelle ville. Finalement, nous devons réfléchir aux leçons que nous pouvons retirer pour l'époque actuelle. La bataille de Villers-Bocage nous rappelle que les actes héroïques d'individus peuvent renverser le cours d'une opération, mais aussi que la stratégie et la logistique sont souvent plus décisives. Dans les organisations, des armées aux entreprises, il est important d'évaluer le risque, d'obtenir des informations précises et d'apprendre des erreurs. Si vous vous trouvez un jour dans une situation où vous devez décider sous la pression, souvenez-vous de la prudence qui manquait aux Britanniques et du courage qui parfois est devenu du hasard. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, donnez-lui s'il vous plaît un like, partagez-la avec vos amis et découvrez d'autres chapitres de l'histoire de guerre.